Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. 10h30, c'est notre heure. C'est notre heure jusqu'à 12h30. C'est cette heure d'information, cette heure de débat, cette heure de partage, cette heure de plaisir. Aussi, plaisir de regarder l'actualité ensemble et plaisir de vous écouter, participer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 0826 300 300. Jour de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Nécessaire ou pas cette réforme? Allez-y, intervenez, nourrissez notre débat. Injuste ou pas cette réforme? Vous la défendez, vous n'en voulez pas. Dites-nous. L'Élysée, l'Assemblée nationale, la rue, un drôle de ménage à trois, écrit la presse ce matin. Oui, la pression de la rue bouleversera-t-elle les équilibres au Parlement et poussera-t-elle le gouvernement et l'Élysée à reculer? Ce sont les grandes questions. Vos témoignages sont essentiels. 0826 300 300. Nous serons en direct dans la manifestation toulousaine dans un instant. Et à 10h45, avec nous, le député LR, Pierre-Henri Dumont. Votera-t-il la réforme? Pierre-Henri Dumont, qui a déposé un amendement supprimant le régime de retraite spécial des sénateurs. Le débat autour des milliardaires s'est aussi imposé ces derniers jours. Débat imposé notamment par la France insoumise. Débat qui n'est pas intéressant, estime Laurent Berger. Alors on en parle. Là encore, Bernard Arnault est pris pour cible. Est-ce logique? Entre 11h et midi, notre débat ce matin autour des syndicats. Ont-ils perdu leur influence? Quel rôle peuvent-ils encore jouer dans la société? Représentent-ils encore le monde du travail? Dernier sondage, 2 tiers des Français n'ont pas confiance dans les syndicats. À 12h05 avec nous, le constitutionnaliste Benjamin Morel qui publie La France en miettes, poussée de l'ethno-régionalisme, volonté de destruction et de déstabilisation de la France. Il est 10h32. La réforme des retraites. D'abord, avant d'aller à Toulouse, quelle est la situation ce matin? Il est 10h32, des raffineries très touchées, une mobilisation en baisse dans les écoles. On fait un premier point sur la mobilisation d'aujourd'hui. Félix Mathieu. Oui, très mobilisés. Les principales raffineries et dépôts de carburant Total Énergie comptent 75 à 100% de grévistes mobilisés. Selon la CGT, le pétrole ne sort plus de la plupart de ses sites ce matin. Côté EDF, les grévistes ont causé dès cette nuit des baisses de charges dans les centrales électriques. Près de 3000 mégawatts, c'est l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires en moins, mais sans provoquer de coupure, précise la CGT ainsi qu'EDF. Sont touchées plusieurs centrales nucléaires, mais aussi la centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique ou la centrale thermique de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. La mobilisation concerne des secteurs professionnels très variés évidemment. À Nîmes, par exemple, les entrées de la maison d'arrêt ont été bloquées et l'extraction de détenus rendue impossible selon une source syndicale. Enfin, du côté des écoles, en revanche, ça baisse 50% de grévistes selon la FSU, premier syndicat des écoles. Il y en avait 70% de grévistes le 19 janvier. Une baisse d'une vingtaine de points des personnels de l'éducation qui ne peuvent pas se permettre de perdre un deuxième jour de salaire, font valoir les syndicats. Bien, voilà la situation. Il est 10h33. Nous partons pour Marseille, rejoindre Christine Bouillot. Avant d'écouter Didier, Gilles, Laurent, 3 auditeurs qui sont déjà prêts à intervenir. Christine Bouillot, vous êtes notre correspondante, pas à Marseille, à Toulouse, pardon. Notre correspondante à Toulouse. Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans la manif, Christine? Allô? Oui, Christine Bouillot. Petit problème de lutte. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, Voilà. je vous entends mieux, Christine. Vous êtes dans la manif, en pleine manif, Christine. On marche. Vous marchez. On est en tête de cortège là actuellement, derrière la bannière derrière laquelle se trouvent absolument tous les syndicats qui ont appelé à cette journée de mobilisation. Alors Toulouse, qui a été une des grandes villes à se mobiliser la semaine dernière. Les syndicats parlaient de 50 000 personnes, la police 30 000. De mémoire de manifestants, nous disait-on, on n'avait pas vu ça depuis 1995. Et là, bon, je ne peux pas vous dire s'il y a autant de manifestants que la semaine dernière, mais pour l'instant, le pont des Catalans sur lequel nous venons de passer est noir de monde et je ne vois pas la queue du cortège. Donc ça sera effectivement la question en fin de journée de savoir combien de manifestants, si la rue a réussi à mobiliser plus que le 19 janvier dernier. Alors je suis aux côtés, Jean-Jacques, du secrétaire départemental adjoint de la CFDT de Haute-Garonne, Hervé Aussel, qui est avec moi et qui vous entend, donc il pourra répondre à vos questions, Jean-Jacques. Oui, bonjour. Qui dit, bon voilà, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Oui, allez-y Christine. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y aura autant de monde, Hervé, d'après vous, à la CFDT, que le 19 janvier dernier?
Alors au niveau global, oui, on aura beaucoup plus de monde. Nous au niveau du syndicat CFDT, déjà notre cortège est plus important que le 19 janvier. Donc effectivement, notre mobilisation a porté ses fruits et nous sommes de plus en plus nombreux dans le cortège, oui, il n'y a pas de souci. Hervé, oui. Votre objectif, c'est évidemment de pousser le gouvernement à retirer sa réforme, j'imagine, Hervé. Oui. En fait, il y a aussi un autre objectif, c'est peut-être pousser les députés et les sénateurs à modifier le texte, non ? Alors nous, clairement, notre ligne à la CFDT, c'est supprimer ce projet de loi. La ligne rouge pour nous a été franchie, c'était les 64 ans. Oui. Ça, depuis déjà la dernière réforme, c'était déjà le cas. Donc pour nous, c'est clair, nous refusons que l'État mette en place cette nouvelle réforme dans ces conditions-là. À partir du moment où ils retireront leur projet de loi, eh bien nous, la CFDT, nous sommes prêts à négocier avec l'État pour mettre en place une réforme des retraites juste et qui soit tolérable pour tout le monde. Aujourd'hui, elle est totalement injuste et elle est surtout très brutale. Est-ce que vous regrettez l'abandon de la précédente réforme, qui était une réforme un peu différente, même totalement différente, puisque c'était en grande partie une réforme par points? Oui, la CFDT avait assumé le fait qu'elle portait ce projet de retraite par points, mais M. Macron et son gouvernement en ont décidé autrement. Donc il est reparti sur un projet qui est un projet purement financier. On n'a jamais entendu parler du mot travail dans les échanges qu'on a pu avoir. Si vous écoutez bien tous les ministres, les députés, les sénateurs de nos amis majoritaires, entre guillemets, ils ne parlent jamais du mot travail. Or, aujourd'hui, la retraite, c'est tout simplement à la fin de son travail, avec tout ce que vous avez cotisé, tout ce que vous avez travaillé, pouvoir avoir quelque chose qui vous permette de vivre. Aujourd'hui, les retraites, pour beaucoup, sont tellement basses que on trouve des gens au resto du cœur, on trouve des gens en difficulté. Et c'est totalement intolérable et inacceptable pour nous. Beaucoup de monde le 19, beaucoup de monde aujourd'hui le 31. Une intersyndicale qui sera réunie ce soir. Comment faire pour pousser le gouvernement? Comment faire pour pousser le gouvernement? Alors certains syndicats pensent qu'il faut encore durcir le mouvement, peut-être en partie bloquer le pays. Ce n'est pas la position de la CFDT. Alors comment faire? Nous, la CFDT, c'est pareil, on a toujours été sur la même ligne, on est un syndicat qui gardons toujours la même ligne. Et effectivement, nous considérons que bloquer le pays, c'est peut-être contre-productif, parce que aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage d'avis des personnes sur ce projet de loi, on voit très bien que la population est contre ce projet. Si on bloque le pays, peut-être que ça va faire un effet contraire. En tout cas, nous, notre objectif, c'est toujours de mobiliser. Nos syndicats, dans chaque section, mettent en place justement des actions. Alors, soit des préavis de grève, ça peut être des heures mensuelles d'information également, de la communication, beaucoup de communication et d'explication, parce que nous aussi on s'est communiqué, on s'est expliqué aux gens que ce projet de loi est totalement intolérable et totalement injustifié. Merci à vous, Christine. Ouais. Christine, oui, alors, vous allez... On continue Jean-Jacques. Je vais vous trouver quelqu'un d'autre. Et je vous retrouve tout à l'heure. D'accord? Merci, allez, à tout de suite. À tout à l'heure, marchez bien. Il est 10h38. Vous êtes sur Sud Radio. Alors, on va prendre des partisans, des opposants à cette réforme, mais aussi Abdellah qui lui est partisan de la réforme des retraites. D'abord Laurent qui est à Paris. Bonjour Laurent. Allô Laurent? Bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Laurent, vous avez commencé à travailler à 15 ans. Vous soutenez les manifestations. Vous irez manifester d'ailleurs, vous êtes restaurateur 55 ans. Bah oui, mais je peux pas. Justement, je ne peux pas. J'ai déjà fermé la semaine dernière pour pouvoir le faire, mais là, évidemment, je peux pas passer mon temps à bien fermer. Sûr. Et c'est bien dommageable parce qu'en fait, je pense que nous représentons énormément de monde. Tous ces gens qui sont comme ça dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui voudraient faire partie des manifestants, je crois qu'on serait bien plus nombreux en fait. Et voilà, et tout ça c'était un peu... Moi j'avais envie d'intervenir pour mettre en exergue le fait qu'on n'appuyait pas assez sur la pénibilité. On en parle de ci, de là, mais en fait... moi, par exemple, oui, c'est très important parce que moi, à 30 ans, j'étais déjà opéré des deux jambes. Je sais pertinemment que j'irai pas jusqu'à 70 ans, moi. Je le sais déjà, c'est pas possible en fait. Vous mettez deux voitures l'une à côté de l'autre, elles sont toutes les deux de la même année. Il y en a une qui a 50 000 km, l'autre 160 000. On sait, et vous et moi, Jean-Jacques, laquelle va terminer la première. Oui, bien sûr. Et voilà. Alors, vous avez commencé à travailler à 15 ans, vous partirez à la retraite à 58.
Oui, alors ça c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai parce qu'en fait on a 3 ans d'apprentissage et en apprentissage à cette époque-là c'était très dur, on faisait déjà 16, 17, 18 heures par jour. Mais ces années-là en apprentissage, elles ne sont pas comptées. Alors, on va voir ce qui est intéressant dans cette réforme. Attendez, je ne défends pas la réforme, hein, mais je suis pragmatique. Il va y avoir une discussion à l'Assemblée nationale et sur les questions de pénibilité, évidemment, des amendements déposés ici ou là, notamment, tiens, par notre invité, notre prochain invité, le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, amendement sur la pénibilité au travail. Nous verrons s'il y a débat sur les années d'apprentissage. Seront-elles prises en compte ou pas dans le calcul de la retraite? Je ne sais pas encore, Laurent. Ça mérite attention dans tous les cas dans les jours qui viennent. Le débat parlementaire commence le 6. Bah oui, c'est vrai que ça mérite un débat parce que bien sûr. Moi j'avais 2 grands-pères qui avaient... Mes 2 grands-pères, l'un est mort à 61 ans, l'autre est mort à 60 ans et tous les deux avaient des travails très très difficiles. L'un était voyeusier, l'autre travaillait à Rungis, enfin bref. Oui. Et voilà, donc si c'est pour partir à la pied devant... Je comprends. Merci Laurent, dans tous les cas. Mais écoutez, je vous en prie, et je soutiens évidemment cette manifestation. Voilà. Merci Laurent, merci. Abdelhak ne la soutient pas. Abdelhak est à Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Abdelhak. Bonjour Jean-Jacques. Pourquoi vous êtes pompiste? Pourquoi est-ce que vous ne la soutenez pas, cette mobilisation? Et pourquoi est-ce que vous êtes favorable à la réforme des retraites? En fait, je suis favorable tout simplement à une discussion. Ce qu'il propose, il n'y a rien qui a été décidé. Il y a les grandes idées qui ont été proposées par le gouvernement, qui est la représentation majoritaire du pays. Donc, c'est une discussion qu'il y a. Il y a au moins 30 ans qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est très clair. L'arithmétique est très simple. Il y avait 4 personnes et demie autrefois pour un seul retraité, qui cotisait pour un seul retraité. Aujourd'hui, on est 1,3. Donc, bien sûr qu'il faut trouver un autre mode de financement, bien sûr qu'il faut trouver d'autres solutions. Peut-être qu'il faut en araser d'autres pour en aider certains. Voilà, c'est une discussion. Donc, je trouve que la réforme, elle a ce point au moins positif, elle oblige à la discussion. Comme dans un couple, tout simplement, au bout de 20 années, où on fait les points sur nos vies, on se demande si on va continuer à vivre ensemble, si c'est possible de continuer ensemble jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça, c'est une discussion. On ne peut pas aller contre ça, on est un pays démocratique, on doit discuter. Mais discuter à l'Assemblée nationale, Abdelhak, c'est ce que vous dites. Mais bien sûr, et au Sénat. Alors Abdelhak, restez avec nous. Gilles, lui, est contre cette réforme. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Jacques, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien Gilles, je suis content. Vous êtes de Valence, dans la Drôme, et vous êtes à Paris aujourd'hui. Ouais, je suis de Valence, je suis cadre dans la gestion et je suis souvent à Paris, voilà, pour tout vous dire. D'accord, et vous irez manifester aujourd'hui? Ah oui, je vais y aller, comme j'y suis allé déjà le 19. Vous avez 60 ans Je vais avoir 60 ans l'année prochaine. Oui. Voilà. Moi, ce qui me gêne, et je reviens sur l'interlocuteur précédent, et j'entends très bien ce qu'il dit, il a raison sur... Abdelhak est avec vous, hein? Alors Abdelhak, bonjour. Oui, Abdelhak, bonjour. Pour vous dire que oui, vous avez raison, dans une démocratie, l'important c'est de discuter. Sur ce point, je vous donne raison. Après, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me pose vraiment la question de savoir si on est toujours dans une démocratie aussi transparente avec les gens que ce qu'elle a l'air de dire. Je m'explique. Le pouvoir politique, en fait, il est en place et puis on voit bien comment ça se passe au niveau des élections. Moi, je vais avoir 60 ans, c'est un peu toujours les mêmes que vous allez revoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disparaissent, puis finalement, ils font un petit peu discrètement quelques trucs, puis ils reviennent. Vous allez voir qu'aux prochaines présidentielles, les anciens vont revenir. Donc on est dans une classe politique qui est un peu toujours la même. Le pouvoir passe un coup à gauche, à droite. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire de politique. Mais c'est un peu toujours les mêmes. Donc on arrive dans une classe qui s'est organisée dans notre démocratie pour pouvoir dire aux autres ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. Et moi, je voudrais revenir sur le monde du privé que je connais bien. Dans le monde du privé, vous avez un président directeur général ou un directeur général. Chaque année, au conseil d'administration, il explique ce qu'il a fait, il explique ce qu'il veut faire, il remet son mandat en question. Et l'autre fois, j'ai eu une discussion avec monsieur de Rugy qui me disait « Oui, mais on est élu démocratiquement, blablabla, blablabla. » Oui, mais c'est pas parce que vous êtes élu. Alors que dans une entreprise, le but d'un DG, c'est de fabriquer de la richesse et que vous fabriquez beaucoup de dépenses, finalement, c'est pas parce que vous êtes élu que vous ne devez pas rendre des comptes. Donc on arrive aujourd'hui dans un statut qui fait que, par exemple, et puis j'arrêterai là pour le sujet, un député, après 5 ans de mandat,
à 62 ans aujourd'hui, s'il fait que 5 ans, il part quand même avec 684 € de retraite à vie, à rapprocher des gens qui gagnent 1200 francs en France et qui travaillent 42. Gilles, je voudrais préciser à propos des députés, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure avec Pierre-Henri Dumont, à propos des députés, que le régime de droit commun de la fonction publique est appliqué à l'Assemblée nationale depuis le 1er janvier 2018, il faut le rappeler. Hein. Oui, mais moi je pense que quelqu'un qui travaille 5 ans à la Poste, comme facteur, part pas avec 684 € de complément de retraite ou de retraite à vie. Vous voyez, il y a quand même des choses sur lesquelles il s'arrange un petit peu. Je suis pas certain là, je suis pas certain. Je vous dis, alors, les députés se sont rangés là. Ça a provoqué de nombreux débats, mais se sont rangés sur le droit commun. Et en revanche, les sénateurs, non. Alors, absolument pas, puisqu'ils ont un régime particulier. Je vous propose quelque chose, parce que vous êtes journaliste et que vous faites beaucoup d'investigations. Je vous invite à vérifier cette information. Et une deuxième que je vais vous donner. A priori, un Premier ministre, quand il est plus en fonction, il a le droit à une voiture de fonction à vie. Chez moi, une voiture de fonction, c'est quelque chose qui est réservé à une personne dont la position le nécessite et qui est en fonction. Vous voyez, il y a quand même des petites différences. Vérifiez ces deux informations. Non, mais Gilles, la voiture à vie, on va vérifier. Ce que je sais, dans tous les cas, c'est que le dernier Premier ministre que nous avons eu, c'est Jean Castex. Il a refusé toute voiture, toute protection. Alors bravo pour cette décision. Maintenant, on peut rebondir sur le pantouflage. Oui, ce qui m'intéresse, Gilles... Je finis sur le sujet. Parce que c'est la réforme des retraites qui nous occupe. C'est la réforme des retraites qui nous occupe. Vous dites, je vais aller manifester. Vous avez 60 ans. Est-ce que vous êtes cadre? Parce que je comprends les métiers pénibles. Je comprends très bien qu'on arrête plus tôt. Mais quand on est cadre, vous êtes cadre dirigeant, hein, Gilles? Oui, mais attendez, Jean-Jacques, vous connaissez la pression dans le monde de oui, je la connais, la pression. Croyez-moi, je la connais. Même un manœuvre, il a la pression, monsieur. Même un manœuvre. Mais bien sûr, mais le manœuvre... Mais monsieur, je suis d'accord, le manœuvre à la pression et la fatigue physique. Ouais. Mais on ne peut pas opposer les gens... Après, le problème, c'est que vous tournez en rond. Je vais vous dire les avantages qu'ont les uns et les autres. Voilà, c'est la façon dont fonctionne la France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas... mais l'histoire d'une voiture qu'a un Premier ministre jusqu'à la retraite, franchement, on n'en a rien à cirer. Ça n'a rien à voir, Gilles. Ça n'a rien à voir, non ? On n'en a rien à cirer. Ce qui est important, c'est de discuter. Vous savez, je suis plutôt social, moi. Vous savez, je suis un gamin de la DAS qui a réussi à faire être à l'école et à être artisan aujourd'hui, avoir bien gagné ma vie, en travaillant aussi durement que vous. Voilà, grâce au partage des Français. C'est vos parents qui ont financé ma scolarité. Voilà, et je les en remercie encore. Aujourd'hui, je suis dans ce modèle social-là. Donc évidemment que je fais attention à la retraite. Le problème, c'est que les Français, ils se foutent complètement, ça c'est la réalité. Et comme ils ont à boire et à manger, ils s'en foutent complètement de la politique. Donc on vote et fait n'importe quoi. Et on découvre, après, qu'un président, il n'est pas forcément d'accord avec toi quand il va faire une réforme des retraites. Mais oui, mais il faut se casser et se creuser le bol un petit peu plus, arrêter les avantages des uns et des autres, en parler avant, et on règle les problèmes. Aujourd'hui, on est en pleine discussion. On crée la discussion, on ne bloque pas, on n'empêche pas les uns de travailler ou pas, faire des blocages débiles tels que font la CGT, et on en discute et on va trouver le meilleur des systèmes. Moi, je suis prêt aujourd'hui, j'ai des placements, comme beaucoup de Français, je suis prêt à ce qu'on me taxe un peu plus, par exemple, les placements financiers que j'ai sur des comptes dans des banques, voilà, pour financer une partie de retraite, et je serais super content de savoir chaque année que je suis prélevé de tant d'argent pour cotiser pour mes aînés. Et voilà, et c'est tout. C'est ça que je veux. Le reste, Gilles répond à Abdelhak. Gilles, vous répondez. Moi, et ensuite, nous rejoindrons, après la pub, je rejoindrai Christine à Toulouse à nouveau. Oui, Gilles. Abdelhak, on n'est pas en désaccord sur le fond, parce que vous faites une proposition pour aider les gens qui sont le plus en difficulté. Et c'est tout à votre honneur. Maintenant, il y a d'autres gens qui peut-être gagnent beaucoup plus que vous, ont des patrimoines qui sont 100 fois ou 150 fois supérieurs à vous. On les a pas entendus dans cette réforme dire attention, il faudrait qu'on aide quand même les gens qui ont des petites retraites. Dites-moi, Gilles, le débat autour des milliardaires, et notamment de Bernard Arnault, vous en pensez quoi, les accusations de beaucoup de membres de la France Insoumise ? Alors, moi, ce que je vais vous dire, pour moi, Bernard Arnault, il fait son... Alors, on va être clair, hein, mais laissez-moi aller au bout parce que c'est important. Moi, j'ai rien contre Bernard Arnault, il fait son job, il représente la France à l'étranger, il crée de la richesse. Ça, c'est une chose. Par contre, j'aurais bien aimé l'entendre dire, compte tenu de ce que je gagne et de mon patrimoine, mais le dire spontanément, je vais faire un geste. Ça, on l'a pas entendu.
Oui. Alors qu'à Davos, il y a 200 millionnaires qui ont dit qu'ils étaient prêts à se faire taxer. Bien, et que le merci, monsieur qui parlait Gilles. tout à l'heure l'a proposé. Merci Gilles, merci Abdelhak. 10h49. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h52, l'actualité en direct sur Sud Radio. Christine Bouillot, nous vous retrouvons. Vous êtes toujours dans la manif à Toulouse, Christine. Bon. Oui, je marche pas toute seule, mais nous marchons. Si vous connaissez Toulouse, on a quitté donc le quartier Saint-Cyprien, passé le pont des Catalans, et le tête de cortège est en train d'arriver du côté du quartier Arnaud-Bernard. Donc on voit pas la queue du cortège, mais pour vous dire qu'il y a quand même effectivement beaucoup de monde, mais je crois que c'était prévu dans les renseignements qui avaient été fournis par le ministère de l'Intérieur, qu'il y aurait effectivement une forte mobilisation. Alors je marche pas toute seule, je vous l'ai promis, je suis maintenant en compagnie de Cédric Cobert, qui est secrétaire départemental de l'Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne. J'avais une question à lui poser, je vous le confie après Jean-Jacques. Oui. Ces derniers temps, on a entendu, Cédric Cobert, que le gouvernement avait musclé son discours en disant les 64 ans, c'est pas négociable. Encore Emmanuel Macron hier a dit la réforme se fera. Est-ce que vous avez senti, vous, sur le terrain, que ça avait mobilisé finalement, ça avait un peu éveillé un peu certains qui se posaient encore la question de savoir s'ils allaient venir aujourd'hui? Alors si je peux vous dire une chose, c'est que pour les salariés, les 64 ans, c'est pas négociable non plus. Personne n'en veut, absolument pas. D'accord. Donc aujourd'hui, ça a effectivement été fédérateur du côté des manifestants. Alors on voit qu'on a une très grosse manifestation. On n'a pas encore les chiffres de grève dans le département, mais ça monte très très fort. Hein. C'est ce qu'on voit depuis ces derniers jours. Il y a un rejet catégorique du projet de réforme parmi les salariés. Cédric, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour les auditeurs. Cédric, vous êtes prêt à revenir dans la rue. Ce soir, il y aura une intersyndicale. Gros succès de votre première mobilisation le 19. Apparemment, gros succès pour votre seconde, je dis bien deuxième alors. Mobilisation, je dis deuxième parce que j'imagine qu'il y en aura d'autres. Alors nous on a le succès modeste parce que ce qui importe, c'est pas la taille des manifestations, et là pourtant on voit qu'elles sont grosses, c'est le nombre de jours d'arrêt de travail et d'heures de grève dans les boîtes. Et que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est en train de monter très fort, et on a des secteurs entiers qui commencent juste à partir, vous voyez, qui sont extrêmement déterminés et qui prévoient des actions dans les jours et les semaines à venir. Mais quel exemple? Vous voyez, on discutait avec les cheminots, avec Mine Énergie, mais aussi les caisses de sécurité sociale, l'éducation, pour les plus visibles, je dirais. Pas du tout, parce que d'abord, ce sont des groupes cotés en bourse, certains, et ensuite, dans le privé, aujourd'hui, il y a Airbus, dans les rues de Toulouse, c'est pas commun. On a des usines aussi qui ont été arrêtées la dernière, le 19, et des entreprises qui sont à l'arrêt aujourd'hui, qui sont beaucoup moins connues, mais qui sont du privé. Est-ce que vous lancez un appel à la grève, à une grève, je dirais pas grève générale, parce que ça ne veut plus rien dire, mais des grèves et dans le public et dans le privé? On appelle, alors aujourd'hui c'est une journée de grève, mais on appelle à encore généraliser et amplifier la grève, voilà, pour être clair. Voilà. Et surtout des grèves qui coûtent pas trop cher aux salariés. Parce que on n'est pas là pour se vider les poches. On fait confiance, on en appelle à l'intelligence de ceux qui font le travail pour savoir comment arrêter le travail à moindre frais, perturber la production, dans le but d'obtenir l'ouverture de négociations partout. Oui. Christine, Jean-Jacques. Ça se passe bien parce que j'entends quelques... Oui, ça se passe bien. Alors, juste, je fais une parenthèse. On a beaucoup parlé des craintes autour des manifestations. On se faisait la réflexion depuis plusieurs jours entre confrères, c'est que on va dire le dispositif de sécurité a quelque peu changé ces derniers temps au niveau de la surveillance de la manifestation. Nous avons trouvé, par exemple, que les cortèges étaient, enfin en tous les cas, la présence policière est beaucoup plus discrète, moins massive, moins impressionnante qu'elle n'a pu être à l'époque, notamment des Gilets jaunes, mais même aussi certaines manifestations, souvenez-vous, celle du 1er mai à Paris, où on avait le sentiment un petit peu d'être oppressé. Là, on voit les policiers, on voit effectivement les forces de sécurité. Il y a le service de sécurité aussi, on le voit, de toutes les organisations syndicales qui ratissent et qui longent l'intégralité du cortège. Donc, on vient manifester, je dirais. En tous les cas, l'esprit est plutôt tranquille. Alors, c'est calme. Beaucoup de femmes. Alors ça aussi, c'est à souligner. Beaucoup de femmes dans les cortèges. Pas que des anciens.
moyens, pas des têtes grises, en tous les cas des grisonnants, comme pourrait-on les appeler. Il y a des quinquas, et il y a des jeunes aussi. Alors je ne sais pas encore quelle est la proportion de lycéens étudiants sur Toulouse qui sont venus rejoindre le cortège ce matin, mais je peux vous dire que dans l'éducation nationale, beaucoup d'établissements effectivement avaient conseillé aux parents de garder leurs enfants. Donc effectivement, il y a ou des parents ou quelques jeunes étudiants qui doivent être plutôt en fin de cortège, puisque là on en est encore très très loin, pour tout vous dire. On est en début de cortège, donc je n'ai pas encore la visibilité de l'intégralité du cortège. Voilà. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Christine Bouillot. Extrêmement populaire avec aussi bien des jeunes, des très jeunes même, que des plus âgés, du public comme du privé, parce que tout le monde a bien compris que la mesure d'âge, elle épargnera personne. Et c'est ce dont on ne veut pas. Bien, merci beaucoup. Merci. En direct, c'était vivant. Hein. Vous avez vu, nous sommes au cœur même de la manifestation toulousaine grâce à Christine Bouillot et son excellent travail. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. C'est une radio qui est présente, évidemment, sur tous les faits d'actualité, les points d'actualité. Didier sera avec nous. Il est à Paris, Didier. Didier sera avec nous après le flash, les infos de 11h, le flash de 11h. Et après le flash de 11h, nous ouvrirons notre débat. D'abord, comme je vous l'avais promis, nous aurons Pierre-Henri Dumont en direct avec nous, député Les Républicains. Votera-t-il la réforme? Il sera en début d'heure, à 11h05. Votera-t-il la réforme? Pierre-Henri Dumont, qui a déposé un amendement supprimant le régime de retraite spécial des sénateurs. Il va tout nous raconter. Puis débat entre 11h et 12h autour des syndicats. Les syndicats, est-ce que les syndicats qui mobilisent fortement, qui ont mobilisé fortement le 19, qui se mobilisent fortement aujourd'hui le 31, mais au-delà de ces mobilisations, ont-ils perdu de leur influence? Quel rôle peuvent-ils jouer encore dans la société? Représentent-ils encore le monde du travail? Nous en parlerons avec tous nos invités. Dernier sondage qui vient de paraître et nous en ferons état aussi. 2 tiers des Français n'ont pas confiance dans les syndicats. Il est 10h59. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h05, merci d'être avec nous, 11h05. Alors, comme promis, notre débat autour des syndicats, mais plus largement la réforme des retraites. Est-ce que ce sont les syndicats qui peuvent faire plier le gouvernement? Il y a un triptyque, hein, l'Élysée, l'Assemblée nationale, la rue. C'est un ménage à trois, tous les journaux en parlent, un ménage à trois. La pression de la rue bouleversera-t-elle les équilibres au Parlement et poussera-t-elle le gouvernement et l'Élysée à reculer? Ce sont les questions posées, mais plus largement, question autour des syndicats. Les syndicats sont-ils suffisamment influents aujourd'hui pour pousser un gouvernement à retirer sa réforme des retraites? Quel rôle les syndicats jouent-ils encore dans notre société? Représentent-ils encore le monde du travail? Ces questions, nous allons nous les poser. En attendant, je suis en direct avec Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir un peu patienté. Pardonnez-moi, vous êtes député Les Républicains du Pas-de-Calais. Alors, déjà, est-ce que en l'état, vous votez la réforme? En l'état, je vote contre la réforme, puisque cette réforme vise avant tout à faire payer le prix de l'effort à celles et ceux qui ont commencé le plus tôt, en leur demandant de travailler 44 annuités s'ils sont reconnus carrière longue, 45 ou 46 s'ils ont commencé tôt et ne sont pas reconnus carrière longue, quand on demande à ceux qui ont commencé plus tard, dans des métiers moins pénibles, de travailler 43 annuités. Donc il y a un problème de justice sociale. Est-ce que vous pourriez changer d'avis? Un amendement LR a été déposé sur les carrières longues, 43 ans au lieu de 44 ans, notamment pour ceux qui commencent à travailler à 20 ans. Exactement, c'est-à-dire que c'est un amendement de groupe signé par l'ensemble des députés et des Républicains qui vise à dire que toute personne qui a validé au moins un trimestre avant l'âge de 21 ans, c'est-à-dire pas simplement ceux qui sont reconnus carrière longue, mais tous ceux qui ont validé un trimestre avant l'âge de 21 ans, peuvent partir en retraite sans décote s'ils ont tout leur trimestre, même s'ils n'ont pas atteint l'âge légal. Donc, cet amendement déposé, si cet amendement est adopté, ça vous fait changer d'avis? Si cet amendement est adopté, ça me fera changer d'avis et ça fera changer d'avis un nombre important de députés du groupe qui, aujourd'hui,
sont, comme moi, dans l'optique de voter contre ou de s'abstenir. Donc, pour que le gouvernement ait une majorité, il doit pousser à l'adoption de cet amendement, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. Moi, j'ai bien compris. Vous proposez aussi une clause de revoyure en 2027. Exactement. Nous avons exposé ce point lors des discussions préliminaires avec la Première ministre, avec Éric Ciotti et Olivier Marleix. Ça n'a pas été retenu dans le projet qui a été présenté, mais nous le remettons par amendement, à savoir que nous voulons pousser jusqu'à 63 ans d'ici la fin du quinquennat et puis voir si les indicateurs nécessitent en tout cas de passer à 64 ans dans les 5 années qui suivent. Mais tout cela, je vous le dis, est pour la plupart d'entre nous conditionné à l'amendement que vous aviez évoqué auparavant. D'accord. Carrière hachée des femmes aussi. Vous avez déposé un autre amendement. Départ à taux plein à 66 ans au lieu de 67 à partir de 2 enfants. C'est cela ? C'est ça, et surtout, une fois plus, je reviens sur l'amendement que nous avions déposé, le tout premier, on en a parlé, parce qu'on sait que les femmes sont parmi les perdantes de la réforme, et en particulier celles qui ont eu des enfants, qui ne pourront beaucoup moins bénéficier des fameux 8 trimestres au cas où elles ont eu un enfant. Et notre système permettra pour ces femmes de pouvoir partir bien avant l'âge légal, et donc résout cette question. Bien, dernière chose, vous avez déposé un amendement qui propose de supprimer le régime de retraite spécial des sénateurs. Vous confirmez, Pierre-Henri Dumont? Je confirme, mais l'amendement a été déclaré irrecevable puisqu'il augmentait les charges de l'État. Donc il ne sera pas débattu. Irrecevable. Un amendement que les sénateurs ne comprennent pas vraiment puisqu'ils financent eux-mêmes les prestations de leur régime. Ils ont un régime spécial, mais un régime spécial qui est autonome. Oui, mais c'était plus un signal, parce que j'avais entendu plusieurs sénateurs expliquer qu'il fallait... Quand on est de droite, tenir ce qu'on a toujours dit, à savoir les 65 ans, l'âge légal, et une moins grande prise en compte de la pénibilité. J'avais entendu à droite également qu'on était toujours favorable à la fin des régimes spéciaux, et donc j'ai voulu appliquer les conseils des sénateurs en supprimant certains régimes spéciaux. Bien, merci Pierre-Henri Dumont, merci d'avoir été avec nous. Alors, nos invités, Benjamin Amar, bonjour, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, Nicolas Lecossin, directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, bonjour, et Nicolas Perruchot, ancien député, responsable de ce fameux rapport d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Amar, vous avez entendu Pierre-Henri Dumont. Une réaction? Une réaction, je pense que... Alors, bien évidemment, je ne partage pas tout ce qu'a dit M. Dumont, mais je remarque en tout cas que j'acquiesce en tout cas lorsqu'il dit que cette réforme, elle est particulièrement injuste pour finalement les salariés les plus qui ont les pensions de retraite les plus faibles et notamment ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Je rajoute juste que la soupe, l'huile de foie de morue, c'est pour tout le monde, puisque tout le monde va travailler 2 ans de plus. Donc après, je constate donc que même les forces politiques sur lesquelles Emmanuel Macron comptait, parce qu'il est minoritaire à l'Assemblée, il a une majorité relative, il a donc besoin des LR pour pouvoir avancer sa réforme, et on voit bien que ça avance en rang clairsemé. Donc on a effectivement, c'est bien l'illustration qu'Emmanuel Macron est acculé de partout. Oui, sauf que si cet amendement est adopté, vous avez bien compris que les députés LR voteront la réforme. Alors d'abord, premièrement, vous savez, avec compris, on mettrait Paris en bouteille, et quand on voit le talent des macronistes pour n'écouter personne, je reste assez serein. Mais de toutes les façons, encore une fois, le débat parlementaire, il va, à mon avis, être très houleux, et ça va résonner en écho avec ce qui se passait dans les entreprises et dans la rue. Alors, nous allons voir justement qui va influer le plus. Didier, un mot sur... Didier, lui, va manifester. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous êtes consultant, Didier. Je vous confirme, je suis consultant, j'ai 60 ans. J'ai la chance de travailler encore, et pour plusieurs années peut-être. Mais je serai dans la rue à partir de 14h. Effectivement, à Paris. Pourquoi Didier? Vous avez 60 ans. Vous devez partir à la retraite quand, Didier? À quel âge? 65, 66, je pense. 65, 66, donc au-delà des fameux 64 ans. Absolument. Ouais, mais je pense que dans le cadre d'une réflexion plus globale, et ce qui ressort des échanges ce matin sur votre antenne, le sentiment d'être pris pour des cons, à un moment, ça peut provoquer une exaspération. Ce dossier, semble-t-il, était une priorité, et je fais partie des Français, peut-être à tort, mais qui a voté Macron en 2017. C'était un sujet important. Et c'est vrai qu'il touche
le portefeuille de tout un chacun d'entre nous. Donc, un sujet très sensible. 2017, on a même eu un haut commissaire à la retraite, enfin ainsi de suite, pour arriver aujourd'hui, alors que l'impératif des 64 ans, quand on sait que la moyenne des départs en retraite aujourd'hui est autour de 63 ans et 2 ans, 63 ans et 2 mois, pardon, on peut s'interroger pourquoi s'arc-bouter sur cette... Didier, vous auriez préféré le maintien de la précédente réforme voulue par Emmanuel Macron, réforme par points, qui était le projet qui a été abandonné ? Oui, peut-être, mais j'aurais voulu surtout un vrai travail, un vrai débat, une vraie discussion. Il manque quand même, on entend les organisations syndicales, et à juste titre, et je crois qu'elles ont démontré depuis, sur ce dossier en tout cas, et dans la dernière période, à mon avis, le sens des responsabilités, un calme, mais il en manque un autre en face. C'est quand même le MEDEF. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on entend? Aujourd'hui, il y a une situation, quand on regarde un peu les études et les comparaisons européennes, en France, les 59 ans, 64 ans, seulement 33% sont encore dans un emploi. Qu'est-ce que demain ils vont devenir si cette réforme est adoptée? À cette question, personne n'a été capable de répondre au gouvernement. Personne. Même le ministre en charge du dossier. Quand on compare avec les pays européens, la Suède, le Danemark et même l'Allemagne, on est autour des 50%. On voit bien que là, il y a un sujet qui demain peut faire basculer dans la pauvreté et dans la difficulté énorme plusieurs millions de nos concitoyens, d'une part. Et puis d'autre part, il y a toutes les questions qui ont été évoquées, je ne reviens pas dessus, ce qu'évoquait le député à l'instant, et qui à juste titre montre que... mais comment peut-on arriver dans une situation... Moi, je suis très en colère auprès de pas des politiques, mais des responsables, par exemple de Macron, par exemple du gouvernement, par exemple de la Première ministre. On n'a pas le droit, dans un contexte pareil, un climat social aussi difficile, où les gens traversent les difficultés qu'ils traversent, la situation de l'énergie, l'explosion de l'inflation, enfin ainsi de suite. On n'a pas le droit de jouer les enjeux de la transformation écologique, on n'a pas le droit de jouer aux incendiaires, quoi. Mais on cherche Didier. On cherche en tout cas d'apaiser la situation et de trouver une solution. Elle existe. Merci dans tous les cas, Didier, d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio. Nicolas Lecossin, vous réagissez? Il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vient de dire Didier, qui est tout à fait libre de manifester, d'être contre la réforme. C'est qu'il parle du taux d'emploi. Oui, effectivement, on a l'un des taux d'emploi les plus bas d'Europe, qu'il s'agisse des plus de 50 ans ou des jeunes même. Donc il faut justement travailler, essayer de travailler plus et essayer de libérer justement le monde de l'entreprise pour les seniors, pour qu'ils trouvent un emploi. Donc c'est une des... je tiens à préciser que notre institut considère cette réforme une petite réformette qui ne résoudra pas le problème des retraites en France. Donc je tiens à le préciser dès le début. Donc ce n'est pas pour ça que je défends Macron et on le critique tous les jours d'ailleurs. Mais c'est la moindre des choses. Tous les autres pays, et Didier l'a dit, dans tous les autres pays, on travaille plus longtemps, on travaille jusqu'à 69 ans. L'espérance de vie augmente tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 30, 40 ans Quelle sera l'espérance de vie? On n'en sait rien. Donc pour vous, c'est indispensable. C'est indispensable. Même si elle est insuffisante, c'est indispensable. C'est la moindre des choses. Bon, alors, avant de parler des syndicats proprement dit, réponse de Benjamin Amar, puis je donnerai la parole à Nicolas Perruchot. Alors d'abord, pour répondre à ce que vient de dire monsieur, premièrement, l'espérance de vie... C'est une chose, l'espérance de vie en bonne santé, c'en est une autre. L'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 63 et 64 ans pour les hommes et les femmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'entends ce que dit monsieur, alors je suis en désaccord complet avec tout ce qu'il vient de dire, mais il y a une chose sur laquelle je suis d'accord. Il vient de dire, c'est une réforme qui de toute manière ne résoudra rien. Et donc, ça signifie, alors moi, comment je l'interprète, que de toutes les façons, si on les laisse faire, dans 4, 5 ans, ils nous refont le même coup, et là, ils nous disent, il faut travailler jusqu'à 68 ans. C'est le tonneau des Danaïdes, et ça ne s'arrête jamais. Ensuite, la question, je pense, de fond qui se passe. Moi, je pourrais, analyser et contredire monsieur sur les éléments économiques de ce qu'il vient de dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en France,
c'est que les gens, ce discours-là, de culpabilisation consistant à dire regardez ailleurs en Europe, ça ne passe plus. Tout simplement parce qu'il y a une colère sociale profonde, sincère, qui fait qu'il faut arrêter de leur parler de valeur travail aux Français, parce qu'ils n'ont pas de problème à aller bosser. Le souci, c'est que les augmentations de salaire, par exemple, c'est lié au travail, ça. Eh ben, en France, elles sont de 3% l'année dernière, alors qu'on a une inflation à plus de 6%. Et donc, il y a effectivement une colère sociale profonde qui fait, vous l'avez vu, monsieur, à 60... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Monsieur le Didier, là, il a 60 ans, il est cadre, il vous explique finalement pour lui, c'est pas si grave que ça, mais derrière, par solidarité intergénérationnelle, par solidarité tout court, il vous dit, moi je vais dans la rue. Et ben c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, il est 11h18. Je vais donner la parole à Nicolas Perruchot. Est-ce que ce sont les syndicats qui vont canaliser cette colère ou bien vont-ils être, pour l'instant, oui, mais est-ce qu'ils risquent d'être débordés? Est-ce qu'on ne va pas faire de la politique fiction? Je déteste ça. Mais on va regarder les faits. Hein. Nicolas Perruchot, qui connaît bien ce fonctionnement des syndicats, va intervenir juste après la pub. Il est 11h18. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h21, journée de mobilisation, forte mobilisation, sans aucun doute. Hein. Les premiers signes nous sont apportés. Nous étions à Toulouse tout à l'heure, énormément de monde. Forte mobilisation à l'initiative de l'intersyndicale, les syndicats unis. Nicolas Perruchot, les syndicats pour l'instant canalisent le mouvement de colère. Ils y arrivent, ce qui est assez nouveau tout de même, non ? C'est une occasion en or pour eux de se refaire la cerise, hein, si je puis dire, sur ce sujet-là, parce qu'ils étaient très désunis jusqu'à présent. Oui. Ils avaient peu d'espace, parce que le premier quinquennat de Macron leur a laissé très peu d'espace. Et là, ils ont une occasion évidemment formidable pour arriver à montrer un front uni, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a ensuite un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est que et Laurent Berger et Philippe Martinez ont annoncé leur départ de centrale syndicale. Il y aura le congrès de la CGT fin mars. C'est bientôt, ça arrive. On est déjà en pré-campagne. Et on comprend évidemment l'intérêt de la CGT à être très mobilisée sur cette réforme. On l'imaginait de toute façon. Pour Laurent Berger, c'était là aussi annoncé. Mais il y a, je pense, chez ces deux dirigeants syndicaux, oui, le souhait de sortir grandi avec ce qui se passe là. Mais regardons, donc ils ont intérêt à ce que ça fonctionne. L'histoire récente, aucune mobilisation syndicale n'a débouché sur le retrait d'une réforme importante depuis le CPE en 2006. Ouais. Aucune. Il y a un élément nouveau syndicale. Il y a aussi un élément nouveau. On l'a vu au mois de décembre avec, par exemple, la grève des contrôleurs à la SNCF. Oui. Les syndicats sont de plus en plus court-circuités par tout ce qui s'organise sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un front syndical très important sur les réseaux sociaux qui s'est organisé. Il y a beaucoup de fédérations ou autres qui sont organisées sur les réseaux, qui s'organisent comme ça, qui n'ont plus besoin d'en référer. Et qui prennent leur autonomie par rapport aux centrales. Absolument. Et qui peuvent organiser des mouvements, j'allais dire locaux ou pas d'ailleurs, qui sont assez spontanés. Donc c'est un élément qui, je pense d'ailleurs les centrales syndicales n'ont peu anticipé il y a maintenant une dizaine d'années. Vous l'avez constaté, Benjamin Hamar? C'est-à-dire C'est-à-dire justement cette forme d'autonomie prise par des syndicats localement. Mais je rappelle, vous savez, on définit, je vais parler de la mienne d'organisation, on définit souvent la CGT comme un bloc monolithique hyper centralisé. C'est très mal connaître la CGT. La CGT, elle est déjà fondée sur un principe qui s'appelle le fédéralisme. Ce qui signifie que les unions départementales et les fédérations ont une large marge de manœuvre. Et donc, à la CGT, on vote Marine Le Pen ou on vote Jean-Luc Mélenchon. Hein. Alors, non mais ça, d'abord, attention, parce que le sondage qu'on connaît, c'est sur les sympathisants. C'est sur les sympathisants. Oh. Mais bien évidemment, et d'ailleurs, pour reprendre ce que vous venez de dire, à la CGT, on est conscient du problème relatif à l'extrême droite et on développe et on l'assume des formations pour justement décrypter l'imposture sociale du Front National, du Rassemblement National. Mais effectivement, il y a, pour répondre à votre question, mais c'est structurel, il n'y a pas la verticalisation à la CGT, c'est quelque chose qui est largement mais fantasmé. Alors aujourd'hui, vous avez tout intérêt, je vais donner la parole à Nicolas Lecossin, vous avez tout intérêt à garder un front syndical uni. Parce que c'est l'une des conditions de la réussite de la mobilisation, vous êtes d'accord? Incontestablement, l'argument juste et factuel consistant à dire que ça faisait plus de 12 ans qu'on n'avait pas eu ce front syndical est un argument important, un levier de mobilisation, un argument dans la bataille idéologique, et on en est conscient, et je vous le dis, et je l'ai répété sur plusieurs plateaux, tout le monde est bien conscient que
cette unité syndicale, elle doit être préservée à tout prix parce qu'il y a une mobilisation populaire massive. Je termine juste. Il y a une mobilisation populaire massive et elle signifie donc que celui qui déliterait l'unité syndicale, alors qu'on n'a pas obtenu ce qui est l'objectif de tout le monde, c'est-à-dire le report de l'âge légal, eh bien, serait désigné comme responsable. Donc tout le monde soigne cette unité syndicale. Le retrait du report de l'âge légal. Le retrait du report de l'âge légal. Oui, Benjamin Amor. Sauf que à la CGT, par exemple, il y a des voix qui s'élèvent, notamment Minénergie, notamment en disant il faut absolument bloquer le pays, ou il faut aller beaucoup plus loin que aujourd'hui cette unité syndicale et ces manifestations de masse tous les 10 jours ou tous les 15 jours. Alors, mais ça, on est. Il y a des divergences à la CGT. Vous ne pouvez pas les nier. Je réponds aux questions que vous me posez. Vous ne m'avez pas demandé s'il y avait des divergences. Alors, il y a des divergences. À la CGT, c'est une organisation démocratique et il y a des débats. Et quand il y a des débats, il y a des désaccords. Mais à la fin, on est bien capable de présenter effectivement une organisation soudée. Mais ce que je veux vous dire, parce que vous m'avez posé une question, et vous avez évoqué des structures et des fédérations qui tiennent le discours que vous venez de présenter. Mais en réalité, le discours est le suivant. Parce que moi, je suis assez proche de des dirigeants que vous désignez, et je discute et j'échange avec eux. Mais on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a une mobilisation qui se fait par cercle concentrique. Il y a ces grandes journées qui sont massives et qui ont permis le 19 de mobiliser énormément de monde, et ça n'empêche pas chaque organisation syndicale de manière souveraine de mener ses actions. Ça, je veux dire, ça n'est pas sujet à débat. Mais vous savez très bien qu'il y a d'autres syndicats qui ne sont pas du tout d'accord avec ces actions-là. Sauf qu'on est capable de dire à chacun son mode d'action. Je vais vous donner un exemple très, très précis. Dans le Val-de-Marne, dans l'union départementale où je suis dirigeant, jeudi dernier, nous avons fait une marche au flambeau. Sur la ville de Vitry, on a marché au flambeau dans toute la ville. Bon, ben voilà, ça a bloqué une partie de la circulation, etc. Il y avait que la CGT. On s'est réunis en intersyndical et on a proposé aux autres organisations qui nous ont dit non, pas pour nous, on n'est pas prêt ou on ne le souhaite pas à ce moment-là. Par contre, on a effectivement mis en perspective la possibilité de se mobiliser tous ensemble, peut-être devant la préfecture ou ailleurs. Donc, autrement dit, chaque organisation, on n'est pas bagué pour chaque instant de la mobilisation. Je comprends, mais il y a des mouvements, vous savez très bien, des mobilisations qui peuvent heurter le grand public. Et alors ça, là-dessus, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous répondre très clairement. On m'a sorti ça parce que monsieur a dit une chose fausse, c'est-à-dire que pendant le premier mandat, monsieur Péruchot a dit que pendant le premier mandat, on n'avait pas eu d'espace. Bah, visiblement, certains ont la mémoire courte. Il y avait eu, en 2019, la tentative de la retraite par points. Il y a eu des mobilisations pendant des semaines, une opinion qui était à plus de 65% favorable à la mobilisation. Mais qui était moins mobilisée qu'aujourd'hui. Certainement pas. Pendant l'hiver, il y a eu des grèves dans les transports. Pendant l'hiver, on m'a invité sur un certain nombre de plateaux pour me dire qu'est-ce que c'est que ces méchants CGTistes qui empêchent les petits-enfants d'aller voir leurs grands-parents. L'opinion, elle n'a pas bougé d'un iota. L'opinion n'a pas bougé d'un iota. Je vais vous dire, pour les Français, il y a un responsable de la situation. C'est ce gouvernement qui, comme le disait Didier, dans le contexte, votre auditeur de tout à l'heure, dans le contexte social extrêmement problématique, décide d'imposer cette réforme scélérate. C'est lui le responsable du bordel qui arrive. Nicolas Lecossin. Écoutez, c'est très inquiétant ce qu'on entend parce que c'est pas à la rue de faire la loi. Je suis désolé, on vit dans un pays où il y a eu des élections, où les gens sont élus, on peut s'opposer. Ce ne sont pas les syndicats dans la rue qui doivent faire la loi. C'est pas la rue, ce ne sont pas les syndicats qui ne représentent personne. On est le pays où il y a le moins de syndiqués, enfin la France. On va y venir d'ailleurs. Il faudra y revenir. Et c'est pas à la rue de dire ce qu'il faut comme loi, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire comme réforme. Nous, à l'IREF, j'ai dit, on critique cette réforme, on critique Macron tous les jours, mais on va pas descendre dans la rue, on va pas se mettre devant l'Élysée pour tout changer. Monsieur Péruchot a été élu du peuple, c'est à lui de décider, c'est à lui de faire la loi. On peut s'opposer, il y a une opposition à l'Assemblée, il y a une opposition au Sénat, on peut faire un travail électoral. Ce n'est pas la rue qui décide, ça existe dans d'autres pays, que je citerai pas ici. Deuxièmement, on a affaire à des syndicats qui ne représentent plus personne. On est aujourd'hui, selon les chiffres de la DARES... 10,3% des salariés adhèrent à un syndicat, chiffre de 2019. Dans le privé, on est autour de 7%. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. Dans les pays nordiques, on approche les 70%. Donc, vous voyez la différence. Je regardais hier soir la pétition en ligne faite par les syndicats. Ils étaient à plus de 830 000 signatures contre la réforme. Vous savez combien ça représente ?
c'est 1,2% de la population française, c'est environ 1,9% du corps électoral. C'est ça, ce sont ça les Français. La représentativité. Voilà, la représentativité. Bon, Nicolas Perruchot va s'exprimer, vous allez répondre. Ah oui. Il est 11h30, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nourrir ce débat. Vous aussi, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33, notre débat évidemment autour de la réforme des retraites et du rôle des syndicats, de l'influence des syndicats. Nicolas Perruchot, est-ce qu'aujourd'hui, là, les syndicats ont tout intérêt à ce que la mobilisation soit forte pour un peu redorer leur blason, si j'ai bien compris, parce que leur influence baisse d'année en année. C'est une réalité. C'est un vrai paradoxe qu'on a en France. On a effectivement, oui, c'est une réalité que M. Le Cossin citait dans les chiffres. On a un peu plus de 10% des salariés qui sont syndiqués en France, près de 19% dans le public, un peu moins de 7 à 8% dans le privé. Et on a uniquement, je pense, sur la moyenne européenne, on n'a que l'Estonie et la Lituanie qui sont derrière nous. En revanche, on est les champions du monde du nombre de jours de grève qui se passent dans notre pays. Donc on a un vrai paradoxe. La rue arrive à se mobiliser, on arrive à mobiliser effectivement beaucoup d'individus parfois. Est-ce que les syndicats ont intérêt à imaginer que c'est grâce à eux? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont dire jusque-là, et on a parlé du Front uni tout à l'heure, mais c'est pas l'unique enjeu évidemment de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que des réformes comme ça, qui sont toujours compliquées à faire passer dans ce pays, il faut avoir un temps de préparation qui a peut-être été tronqué dans le cas présent et qui nécessite évidemment ensuite de pouvoir dialoguer avec les partenaires sociaux. Moi, je pense que c'est important. On a une organisation paritaire en France qui existe. L'État qui, d'ailleurs, à mon avis, n'explique pas assez ce qu'il attend du paritarisme, et ça depuis de nombreuses années. Je l'avais notamment dit au cours de mes travaux parlementaires. Oui. Et donc, il faut essayer d'y voir clair et de comprendre ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend évidemment de ce qui va se passer ces jours-ci, et puis comment on sortira de cette difficulté. Oui, Benjamin Amar va répondre. Le Point publie ce matin un sondage. Près de 2/3 des Français ne feraient pas confiance aux syndicats, Félix Mathieu. Oui, résultat d'un sondage Cluster 17 pour Le Point, avec d'ailleurs un net clivage gauche-droite sur ce sujet de la confiance accordée aux syndicats. 65% pour les électeurs d'Anne Hidalgo, 76% pour ceux de Fabien Roussel ou de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, à droite et au centre, à peine 11% des électeurs d'Éric Zemmour, 12% chez Valérie Pécresse, 16% pour les électeurs d'Emmanuel Macron à faire confiance aux syndicats. C'est un peu mieux chez les électeurs de Marine Le Pen, 35% de confiance envers les syndicats. Ça tombe à 21% seulement chez les abstentionnistes. Alors si on s'intéresse aux catégories socio-professionnelles, eh bien, les syndicats semblent avoir perdu la confiance des ouvriers. Selon ce sondage, 61% des ouvriers ne leur font plus confiance aux syndicats. Selon ce sondage Cluster 17 pour Le Point, les autres catégories de salariés sont un peu moins sévères. Autre enseignement, une bonne moitié des plus jeunes, 18-24 ans, semblent faire confiance aux syndicats, mais ça dégringole en vieillissant, avec quasiment 3/4 de sondés seniors qui ne leur font plus confiance. On vous fait plus confiance, Benjamin Amar? La population ne vous fait plus confiance? Alors, plusieurs éléments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je ne peux pas dire que ce soit majoritaire sur le plateau, mais c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de problème. Je vais répondre à tout. Donc, allez-y. Alors d'abord, plusieurs choses pour répondre à ce qui vient d'être dit. Ouais, il y a une crise de tout ce qui représente les corps intermédiaires dans ce pays, de tout. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance qui concerne les partis politiques, qui concerne les médias. Allez regarder un peu la confiance dans les médias, vous allez voir, c'est bien gratiné. Donc, bien évidemment. Et nous, ça nous interpelle parce qu'on sait qu'on n'est pas sur un piédestal et qu'il faut en permanence se remettre en cause. Exemple, un sujet précis, la syndicalisation. Moi, j'invite tout le monde ici dans les réunions statutaires de la CGT. Il y a toujours une partie sur ce qu'on appelle la syndicalisation. Comment syndiquer davantage? Comment arriver effectivement à mobiliser, à faire en sorte que les salariés se syndiquent et s'investissent. Pourquoi est-ce que vous vous posez les mêmes questions depuis 20 ans? J'entends ça depuis 20 ans. Attendez, mais c'est normal, monsieur. Tout le monde fait ça, monsieur Bourdin. Tout le monde fait ça. Oui. Vous-même aussi, je suppose que vous mettez en cause vos pratiques pour essayer de faire en sorte que la confiance... Eh ben nous, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier point. Il y aurait une solution, monsieur Amar, c'est le syndicalisme de service que vous refusez. Alors oui, mais monsieur Perruchot, alors d'abord, moi, vous m'avez interpellé sur des tas de trucs. Laissez-moi vous répondre sur ce que vous venez de dire. Ensuite, le syndicalisme de service, monsieur Perruchot, c'est quoi le syndicalisme de service? Alors c'est le fait que vous vous syndiquez pour effectivement obtenir un accompagnement individualisé quelque part.
En Europe du Nord, par exemple, il y a des syndicats qui gèrent Pôle emploi. C'était le cas en France. Les syndicats gèrent Pôle emploi. Voilà. Mais ça, monsieur Perruchot... Et donc, pour pouvoir bénéficier des prestations, vous devez vous syndiquer. Très bien. Alors, c'est une forme d'obligation d'être syndiqué. Et y compris, il y a des pays où, si vous voulez bénéficier... Attends, laissez-moi parler. On vous a beaucoup laissé parler, monsieur. Non, mais attendez, vous venez de m'interpeller, je ne peux pas vous répondre. Non, on explique juste aux gens qui écoutent. Alors, moi qui ai la parole. Attendez, Nicolas Perruchot, fini, expliquez, vous allez expliquer. Non, c'est simplement un moyen de monter évidemment le taux de gens qui adhèrent au syndicat, mais c'est aussi la possibilité de clarifier les missions des partenaires sociaux. Bon, donc je peux répondre. Alors, allez-y. Donc, parfait. Donc, il y a des pays même où si vous voulez bénéficier des conventions collectives, il faut être syndiqué. C'est pas la tradition syndicale française. C'est bien dommage. Mais on a le droit, monsieur. On a encore le droit. Vous avez le droit de vous refuser. Mais parce que nous, on est sur un principe de syndicalisme d'engagement. Voilà, un syndicalisme de mobilisation. Et nous l'assumons. Et ces syndicats-là, je vous pose une autre question, défendent mal les salariés ou pas? Ou les défendent bien? Moi, je ne vais pas... C'est ça qui est important. Quel est votre rôle? Il n'est pas politique. Votre rôle, il est quoi? Votre rôle est de défendre les salariés. J'ai une batterie de questions, et à chaque fois que je prononce 3 syllabes, je me fais interrompre. Monsieur Bourdin, laissez-moi parler. J'ai 2 personnes qui, visiblement, n'ont pas les syndicats en sympathie. Alors, laissez-moi répondre. J'ai pas de problème à être minoritaire, par contre, je veux parler. Merci. D'accord. Donc, en l'occurrence, sur cette question-là, vous me posez la question, est-ce qu'ils défendent mal? Eh bien, écoutez, on n'a qu'à regarder, mettre une carte de l'âge de départ à la retraite. Et effectivement, en France, c'est là où on part le plus tôt. Ça signifie une seule chose, alors même que les salariés ne veulent pas travailler plus longtemps, les syndicats français sont en capacité de fonctionner comme un môle de résistance. Alors, est-ce que les règles sociales dans ces pays nordiques, notamment, sont... plus mauvaise pour les salariés sur la retraite, oui. Que les salariés français. Je vous le dis, je réponds à... Est-ce que les syndicats peuvent défendre les revendications salariales mieux ou plus mal qu'en France dans ces pays-là? Vous prenez, c'est vous qui prenez la tangente là. Je vous donne un exemple précis. C'est votre rôle. Mais je vous réponds sur une chose précise et pas sur des trucs ergotés sur le sexe des anges. Je vous réponds sur un sujet précis. Vous êtes parti ailleurs, sur l'âge de départ à la retraite. Il y a des pays où c'est 67, où c'est 66. En France, c'est 62, à cause des mobilisations sociales. Et quand vous me parlez tous les deux d'une comparatif avec les pays européens, moi je peux vous dire, parce que nous on est en lien avec les syndicats européens, très régulièrement on reçoit des messages pour nous dire, écoutez les camarades, vous êtes sacrément costauds. Être capable de sortir autant de salariés sur des journées de grève, on aimerait bien pouvoir le faire. Et donc, en l'occurrence, monsieur, vous dites... mais Nicolas comment ça, c'est pas à la rue? Oui, monsieur Le Cossin. Vous êtes en train de nous dire, mais écoutez, c'est pas à la rue de faire la grève, mais monsieur, le droit de grève est légal dans ce pays depuis 1864. Oui, mais pas le droit de bloquer. Non, mais attendez, pas monsieur, le droit de bloquer, là. Rêver, faire la grève, manifester, ce sont des lois fondamentales dans ce pays depuis le 19e siècle. Ça, peut-être que ça vous plaît pas, ça vous irrite, mais en l'occurrence, c'est ainsi. Et puis vous nous disiez, monsieur Perruchot, c'est incroyable, les syndicats vont dire que s'il y a tant de monde, c'est grâce à eux. Je vous invite, monsieur Perruchot, vous venez après, on part ensemble à la manifestation. J'ai pas pu manifester aujourd'hui. C'est dommage, mais au moins à titre d'observateur, vous verrez, très bien, c'est votre droit, mais en tout cas pour réagir à ce que vous dites, si vous n'alliez pas travailler et que vous veniez en observateur, derrière le cortège, il y a du Val-de-Marne, il y a des tas de salariés grévistes, on prend le micro et on leur dit c'est grâce aux syndicats que vous êtes là ou pas? C'est à la suite de l'appel des syndicats ou pas? Vous êtes d'accord avec nous? Et on écoute leurs réponses et on va bien rigoler. Donc bien évidemment que c'est grâce aux syndicats qu'il y a cette mobilisation et ça prouve l'efficacité et la légitimité des syndicats dans ce pays. Nicolas Le Cossin. Juste une chose, je parle du droit de bloquer le pays, pas le droit de grève, c'est pas la même chose. Donc. Et la deuxième le droit de grève n'est pas remis en cause. Voilà, monsieur Amar ne connaît pas l'histoire des syndicats français qui au début, à la fin du 19e et au début du 20e, étaient des prestataires de services au début. C'était comme ça. Après, par la suite, ils se sont idéologisés, politisés, surtout la CGT d'ailleurs, et qui ont abandonné cette vocation dont parlait M. Perruchot et qui existe dans les pays nordiques, de proposer des services à leurs membres, à leurs cotisants, qui étaient fait dans toute assurance chômage, assurance maison, etc. C'était le cas des syndicats français aussi au début. Donc ça a changé complètement malheureusement depuis. Ça a changé malheureusement, Nicolas Oui, après on a un débat qui est quasiment éternel dans ce pays, c'est qu'est-ce qu'on donne à la démocratie sociale, c'est-à-dire les partenaires sociaux, et qu'est-ce qu'on donne à la démocratie politique. Et très souvent, on est en train de se mélanger les crayons là-dessus, c'est-à-dire moi je me souviens très bien des débats que j'ai eus lorsque j'étais député avec les partenaires sociaux, qui ne comprenaient pas qu'on vienne s'occuper d'un champ dont ils estimaient que c'était leur champ.
Et c'est toujours une difficulté. J'ai fait voter un texte, par exemple, sur l'encadrement comptable des grands comités d'entreprise, dans lesquels on avait constaté des dérives de fuite de fonds très importantes. Les partenaires sociaux ne comprenaient pas pourquoi l'Assemblée nationale se préoccupait de ce sujet-là. C'était leur sujet à eux. Or, il y a eu très peu de propositions de leur part pour modifier la transparence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune obligation de publier les sources de financement des syndicats? Alors, il y a eu depuis des évolutions. Il y a eu la loi Bertrand en 2008 et depuis 2011, on a enfin les bilans des organisations syndicales qui sont d'ailleurs publiés sur le journal officiel, je crois, sur le site. On a donc depuis une dizaine d'années des éléments financiers. Mais pendant 125 ans, il n'y a rien eu. En revanche, personne ne peut nier le rôle social des syndicats. Non, mais personne ne peut le nier. Moi, contrairement à ce que pense M. Amar de ce que j'ai dans la tête, je considère qu'il faut des partenaires sociaux forts pour pouvoir réformer en profondeur un pays. Je crois que c'est évidemment une donnée sur laquelle on peut tous se retrouver. La question ensuite, c'est quelle est la forme que prend évidemment l'organisation de la démocratie sociale et comment ça doit se passer. Et on a cité l'exemple de l'Europe du Nord, qui pour moi est un exemple intéressant. C'est peut-être pas le meilleur exemple, on peut peut-être pas faire un copier-coller, mais ça existe. Après, comme vous le disiez, il y a un effort très important de transparence à faire si on veut améliorer l'image des partenaires sociaux dans ce pays. Alors, Benjamin Amar va répondre. On va prendre Gilles aussi, qui est à Montpellier, dans l'Hérault, qui travaille dans le BTP et qui a des choses à dire. Attendez, il est 11h43, ça va être à vous après la pub. Ça marche. Et à Gilles aussi. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h46. Regardons la situation aujourd'hui. Forte mobilisation. Le 19, forte mobilisation. Aujourd'hui, les syndicats sont en train de jouer le rôle de catalyseur de cette colère sociale qui est réelle. Les politiques, eux, n'avancent pas beaucoup d'arguments. La gauche est partie sur d'autres débats autour des milliardaires. Je parle des LFI par exemple. La majorité peine à expliquer sa réforme. Je me demande même si les députés sont convaincus de l'utilité de cette réforme. Voilà la situation. Et si les syndicats se désunissent, le risque c'est... Où ira la colère? Où ira la colère? Alors avant de donner la parole à Benjamin Amar, prenons Gilles qui est à Montpellier dans l'Hérault. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez dire Gilles? En fait, je ne sais pas si on se rend compte que ça date depuis longtemps, que toutes ces corporations et on va dire le gouvernement ne font plus recette. Je vais vous prendre un exemple bête de moi qui suis à mon compte. La CAPEB n'est pas montée au créneau, c'est notre syndicat pour les artisans. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans, oui. Voilà, du bâtiment. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis comme ils ne sont pas montés au créneau, on a créé un groupe qui existait déjà depuis les Gilets jaunes. Et puis on sort. Voilà. Et vous sortez dans la rue, vous, Gilles? Voilà, on est dehors, avec un groupe autonome. Et visible. Et avec un groupe autonome parce que vous pensez que votre syndicat ne vous défend pas suffisamment c'est le BTP et ne se mobilise pas. Benjamin Amar, c'est ce qu'on avait entendu pendant les Gilets jaunes. Mais en l'occurrence, moi je l'assume, et je l'ai dit à l'époque au moment des Gilets jaunes, alors même que pendant tout le mouvement, j'ai défendu ce mouvement, cette mobilisation sur les plateaux de médias, et mon organisation, l'UDCGT du Val-de-Marne, a organisé autant que faire se peut des initiatives avec les Gilets jaunes, donc parce qu'on estimait que c'est une colère sociale, et que le fait qu'une colère sociale s'exprime en dehors des syndicats devait nous interpeller, et qu'on devait effectivement comprendre les raisons. Mais beaucoup de Gilets jaunes ne voulaient pas de vous sur les ronds-points. Si on revient là-dessus, c'est un autre sujet, mais à Paris par exemple, au départ, on va être très clair, sur les cortèges Gilets jaunes parisiens, au début effectivement on avait beaucoup d'hostilité, sauf qu'on est resté, et à la fin on était totalement accepté dans les cortèges. Et oui, mais c'est la vérité, il y avait des éléments d'extrême droite qui voulaient nous virer, à la fin c'est les éléments d'extrême droite qui ont été virés. Maintenant, monsieur dit je connais pas l'histoire des syndicats. Si monsieur, je suis prof d'histoire, monsieur Decausse, je suis prof d'histoire, et je connais très très bien l'histoire de mon syndicat. En l'occurrence, vous me parlez de l'histoire du syndicalisme avant la CGT au milieu du 19e siècle. Pour ce qui est de la CGT, l'identité de la CGT, c'est ce qu'on appelle dans mon syndicat la double besogne. C'est-à-dire du carreau cassé à la transformation de la société. C'est-à-dire que la CGT, elle a pour vocation d'améliorer les conditions les plus concrètes, les plus triviales dans l'atelier, sur le lieu de travail, mais aussi de porter une transformation de la société basée sur le syndicalisme de classe et de masse. Ça, c'est la première chose. Maintenant, monsieur Perruchot, d'abord, vous l'avez dit, il y a eu, depuis la proposition de votre rapport en 2011, un certain nombre de règles... Qui n'a pas été publié, ce rapport. Qui n'a pas... ce qui est dommage, d'ailleurs. Il faut attendre 2036. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été juste petite parenthèse. Vous allez finir, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été publié? Parce que j'ai été battu au vote le jour de la publication. Oui, enfin après ça a été très organisé.
Bien entendu, on voulait pas montrer ce qu'il y avait dans ce rapport, même s'il a été diffusé ensuite. Ce qu'il y avait. Alors, donc, je reviens là-dessus. Depuis ce rapport, il y a eu, d'abord, c'est pas simplement que depuis ce rapport, il y a eu un certain nombre de scandales, comme celui de l'UIMM. Il y a donc eu des règles de certification comptable. Les organisations syndicales doivent présenter leurs comptes, et quand c'est supérieur à 230 000 €, ça doit passer au journal officiel. Donc, les choses sont très cadrées. Mais il a fallu attendre 125 ans, c'est très long. D'accord, mais c'est le fait aujourd'hui. Enfin, si vous voulez, moi, on pourrait parler d'autres sujets. Sur l'évasion fiscale, on attend toujours. Non, mais on prend tous les sujets. Sur l'évasion fiscale, on attend toujours. Ça sera plus de 125 ans. Maintenant, dans le rapport de M. Perruchot, ce qu'on oublie souvent de dire, on parle du rapport sur les syndicats. C'est le rapport sur les organisations syndicales et patronales. D'accord ? Oui, mais c'est souvent, si vous me le permettez, c'est souvent mis de côté. C'est-à-dire que la CGPME, le MEDEF sont pleinement concernés par cela. Et lorsqu'il y a eu des grands scandales, comme celui de l'UIMM, il y a eu la brigade financière, il y a eu des enquêtes, etc. À la fin, la condamnation, c'est le patron de l'UIMM. C'est pas le secrétaire général de la CGT. Qui n'a pas voulu parler. Non, mais attendez, il y a eu un procès, M. Perruchot. Oui, j'ai suivi ça. Très bien. Donc, il y a eu un procès, y compris une condamnation en appel. Donc, moi, je veux bien qu'on raconte cela, y compris, M. Perruchot, c'est pas par hostilité à votre compte. Mais à chaque fois qu'on a une mobilisation massive, je me cogne des émissions au sujet de votre rapport. J'ai pas de problème. Je suis très content. Mais c'est très bien. Mais donc, c'est un marronnier, et là-dessus, on est tranquille. On n'a pas de problème à se mettre, effectivement, à répondre aux interpellations et aux mises en cause, mais en l'occurrence, on revient sur les faits. Bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport très vite ? Très vite, il y avait simplement, on avait essayé de cartographier les flux financiers entre l'État et les partenaires sociaux, aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations patronales. On a découvert à chaque fois qu'on soulevait un tapis des choses assez particulières, notamment l'absence de contrôle sur les fonds qui passaient par les organisations syndicales, qui sont organisé de manière très complexe, ce serait trop long pour le décrire ici. Mais voilà, et en gros... Mais ça a changé ou pas depuis votre rapport ? Alors, il y a eu des évolutions, paradoxalement, puisque le rapport n'existe pas officiellement. On avait fait une trentaine de propositions. Il y a 8 propositions qui sont devenues des lois, ou qui sont des bouts de loi, notamment dans la loi Sapin et la loi Pénicaud. Donc, il y a eu des évolutions intéressantes. Ça prouve que ce qu'on avait expliqué et dit, c'était une brique de base, a eu des suites. Mais il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la transparence. Alors, si j'ai bien compris, aujourd'hui... je m'adresse à vous, Benjamin Amar. Pour faire reculer les pouvoirs publics, c'est soit la grève, donc, soit les jeunes. Je vous dis ça parce que si les jeunes descendent dans la rue, on sait que les pouvoirs publics craignent les jeunes dans la rue, plus que les syndicats dans la rue. Alors, moi, votre dernière phrase, je la nuancerai, mais ce qui est certain... non. C'est pas la réalité. Je vais vous dire, moi, ce qui est délicieux, en tout cas, dans le moment actuel, c'est un moment de détermination, de combativité, etc. Mais il y a quelque chose que je grignote comme du caviar beluga, c'est d'entendre l'amertume et la mélodie des soupirs de tous ceux qui, depuis un certain temps, nous annoncent ou nous présentent comme un carteron de zombies sous perfusion. Visiblement, c'est pas le cas. Je le disais déjà en 2019, au moment de la réforme sur les retraites, où un certain nombre nous disaient « Regardez les gilets jaunes, vous les syndicats, vous êtes morts debout, vous servez à plus à rien ». En France, les organisations syndicales, et à l'époque, en 2019, je le rappelle, la CGT, il n'y avait pas un front syndical uni, et les mobilisations avaient été massives. Donc, en l'occurrence, on est visiblement, les syndicats dans ce pays sont effectivement un élément à prendre en compte, un contre-pouvoir réel, avec un impact et une influence. Maintenant, ce que je partage avec ce que vous venez de dire, c'est le rôle de la jeunesse. Il est évident que l'implication de la jeunesse dans ce conflit est déterminante. Et à mon avis, il fera monter le levier, le curseur du cran où le gouvernement ne pourra plus tenir. Bien. Benjamin Lecossin. Nicolas Lecossin. Benjamin Amar, Nicolas Lecossin. Mais oui, allez-y. Écoutez, les jeunes, moi je suis quand même étonné de voir des jeunes dans la rue, des lycéens qui d'ailleurs n'ont même pas commencé à travailler alors qu'ils font ils manifestent contre les retraites. D'ailleurs, vous savez que le taux de syndicalisation des jeunes de moins de 30 ans, c'est 2,3%. Donc c'est rien, ça n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui veulent travailler plus tard, qui veulent faire des études plus tard, mais je sais pas, il faut quand même d'abord réussir dans la vie et puis après penser à la retraite et s'organiser. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, parce que j'ai clairement dit que on n'est pas pour cette réformette des retraites. Ce qui concilierait tout le monde, c'est que chacun puisse partir à la retraite quand il a envie de le faire. Donc,
Ça existe, surtout dans les pays nordiques aussi, c'est-à-dire on cotise, on a des comptes personnels, on a des comptes épargne, on a des assurances. Ce n'est pas une aide sociale, la retraite, attention, c'est une assurance. C'est une assurance. C'est une assurance, c'est pas une aide sociale. Donc chacun, si quelqu'un a envie de partir à 54 ans, 58 ans ou à 69 ans, c'est son problème, c'est son droit. Moi, je ne vois pas où est le problème. C'est ça ce qu'il faudrait faire en France. Donc c'est la moindre des choses. Mais alors comment mettre en place une telle... Oui, c'est bien beau, ça, dans l'absolu, ça paraît beau, mais... Il faut faire une réforme systémique, changer complètement. Changer complètement. Donc une retraite à point. À point, un pilier par capitalisation, compte épargne, oui, bien sûr. Tout à fait. Avec une part de capitalisation. Ça existe partout. Il y a des piliers par capitalisation dans tous les pays européens. Pourquoi vous êtes contre d'ailleurs? Mais parce que là aussi, M. Bourdin, il y a une histoire, comme je l'ai dit pour l'histoire syndicale, il y a une histoire sociale dans ce pays. Notre système, il n'est pas à n'importe quel moment. Il naît en 1945 sous l'égide du Conseil national de la Résistance. Oui, il a été imaginé sous Pétain. Non mais attendez, d'accord. Oui, mais très bien. Malheureusement. Non mais il est porté. Excusez-moi, mais il est porté à la fin par les résistants, par la résistance, avec une matrice qui est la suivante. C'est un modèle de solidaire par répartition. Et à la différence de ce que monsieur vient d'expliquer, où c'est que chacun qui cotise pour lui, enfin qui met de côté pour lui individuellement, dans ce système, il y a des systèmes de solidarité, où finalement, pour dire les choses simplement, tout le monde cotise pour tout le monde. Vous avez 93% des salariés, Jean-Jacques Bourdin, qui, une fois qu'ils sont à la retraite, bénéficient de ce système de solidarité. Ce système de solidarité, il représente 17% du budget des retraites. C'est ce modèle solidaire auquel nous intéressons. Parce qu'attention, dans ces systèmes-là, il faut voir l'État, on le connaît d'ailleurs, la pauvreté des retraités dans ces pays, comparativement au système français. Et ça, les Français l'ont bien compris. C'est-à-dire que quand on regarde le niveau de pauvreté en France et en Europe, la France est effectivement le pays le mieux loti. C'est ce système auquel nous sommes attachés. Ce système-là. Et tous ceux qui viennent nous raconter la retraite par capitalisation, la retraite par points, on a eu le débat en 2019 et pour reprendre Audiard, on les a explosés façon puzzle. Ce système n'est pas solidaire, ça concerne seulement les gens du privé, les fonctionnaires ont un régime spécial, les agents publics ont un régime spécial aussi, et la capitalisation existe pour les fonctionnaires et pour les sénateurs aussi. Donc à la marge. Donc ils l'ont prise totalement à la marge. Donc si ça existe, il faudra simplement voir si on est dans une période de grève saute-mouton ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura d'autres mouvements après et comment ça va se cristalliser, quel sera le rôle des syndicats, comment ils vont interpréter ce qui se passe et surtout comment la rue va réagir, parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Merci à tous les trois, 11h58. Tout à l'heure, je vais recevoir, après le journal de midi, Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste et qui publie La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme. Allez, nous allons parler de la France toujours, de la situation française, de la réforme des retraites aussi, et plus largement de cette inquiétude qu'a Benjamin Morel, inquiétude devant le développement de ce qu'il appelle l'ethno-régionalisme. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez vu ce débat autour des milliardaires? Oui, vous suivez ce débat, et notamment autour de Bernard Arnault. Parce que tout à l'heure, j'en discutais, je dis tout, disons tout. Je discutais avec Benjamin Amar de la CGT qui déplorait ce débat lancé par LFI en expliquant que ça détournait les Français du débat autour de la réforme des retraites et que c'était une bêtise politique de la part de LFI. Alors, c'est vrai que Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde, sa fortune ayant doublé celle d'Elon Musk. Le patron de LVMH est donc pris pour cible par beaucoup de responsables de la France Insoumise. Donc, Félix Mathieu, rappelons les déclarations des uns et des autres. Et je vais vous demander, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un bon débat? Est-ce que c'est... Allez-y. Il promet aux ouvriers de les garder dans le textile alors qu'il licencie tout le monde et il ne garde que Dior. C'est sur ce mensonge qu'il construit son empire du luxe. Des mots signés François Ruffin. Selon le député de la Somme, le milliardaire ne peut pas, je cite, avoir 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Réaction similaire du fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, selon qui la présence de l'homme le plus riche du monde est la pire des offenses pour notre pays. Ce qui est accumulé et pris aux autres, donc immoral, selon le troisième homme de la présidentielle.
Ça n'a pas de sens, dit-il, de posséder autant que 20 millions d'autres personnes. Bernard Arnault n'a pas inventé le vaccin anti-cancer, pas inventé de super train. Il a juste racheté des boîtes en faillite en gardant seulement les jolis morceaux, le luxe, martèle Jean-Luc Mélenchon. Oui, Bernard Arnault a répondu à ses détracteurs. Oui, les gens ne connaissent pas bien l'économie, dit-il. On se fait critiquer par des gens qui ne connaissent pas le sujet dont il parle. Il s'agace Bernard Arnault et il met en avant au contraire l'empreinte économique et sociale de son groupe pour la France. 15 000 personnes recrutées l'an dernier en France, soit le premier recruteur hexagonal, dit-il. 40 000 personnes embauchées aussi dans le monde en 2022. Ce n'est pas tout. Un emploi créé chez LVMH en génère 4 chez les fournisseurs, soit 160 000 personnes, ajoute Bernard Arnault. Il met aussi en avant les 5 milliards d'euros par an d'impôts sur les sociétés payées par LVMH dans le monde, dont près de la moitié en France. Alors, souligne Bernard Arnault, que près de 90% des ventes pourtant sont à l'étranger. Enfin, pour la France, l'empreinte fiscale totale de LVMH, impôts sur les sociétés plus TVA plus charges sociales, ça fait plus de 4,5 milliards d'euros par an selon son PDG. Alors, notre invité Benjamin Morel, bonjour. Vous publiez La France en miettes aux éditions du Cerf, sous-titre Régionalisme, l'autre séparatisme. Tout à fait. Nous allons parler de l'ethno-régionalisme, évidemment, Benjamin Morel, mais vous êtes constitutionnaliste, vous êtes un acteur avisé de la politique française, Benjamin Morel. Quand vous voyez ce débat autour de Bernard Arnault, ça vous fait réagir? Que dites-vous? C'est pas un débat tout neuf. Hein. Vous lisez Jean-Jacques Rousseau, alors pas Sandrine, mais Jean-Jacques Rousseau, vous voyez qu'en réalité, c'est déjà un débat que l'on a à l'époque. C'est-à-dire dans quelle mesure, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que la possibilité d'avoir un capital, d'avoir de la propriété, c'est voler ceux qui ne l'ont pas. Et donc c'est un vieux débat qui aujourd'hui est peut-être mal posé. C'est-à-dire il est mal posé à mon avis à deux endroits. Le premier endroit, c'est que quand vous parlez de Bernard Arnault, etc., vous avez d'abord et avant tout affaire à un patrimoine qui est un patrimoine productif. Ce sont des actions, etc., dont il ne peut pas toucher tout à fait les dividendes tout de suite. En tout cas, il en touche les dividendes, mais c'est pas de numéraire, quelque chose qu'il peut dépenser. Donc ce patrimoine productif, les Français ont souvent l'impression que c'est comme ce qu'ils ont sur leur livret A. C'est quand même très différent. L'autre élément, c'est que en effet, quand vous avez une société où vous avez de tels écarts de revenus, c'est pas tout à fait sain. Et aujourd'hui, on a une distance entre les plus hauts revenus et les plus bas qui n'a jamais été égalée dans l'histoire, ce qui peut être un problème. En revanche, c'est pas le principal problème. Vous regardez aujourd'hui en France, la vraie fracture, par exemple, elle est entre locataires et propriétaires en ville. Si vous êtes locataire ou propriétaire de votre logement, ça change tout. Et les inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui vécues, perçues, elles sont beaucoup plus sur ça. Elles sont beaucoup plus sur ces éléments qui devraient être pris plus en charge peut-être par la gauche que sur les quelques milliardaires qui, toute proportion gardée, en réalité pèsent relativement peu dans l'économie française. Alors les inégalités, vous en parlez justement dans La France en miettes, une autre inégalité selon les territoires, on va développer tout cela avec vous, Benjamin Morel. Je vais vous poser aussi une ou deux questions sur la réforme des retraites. Et puis, il est quelle heure? 12h12, vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve dans 2-3 minutes. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, La France en miettes. Benjamin Morel, l'auteur de ce livre qui a pour titre La France en miettes, est avec nous, Benjamin Morel. Sous-titre Régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du Cerf. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon Assas, constitutionnaliste. Pourquoi dites-vous que la France est en miettes? Alors c'est un sujet qui porte sur un thème qu'on a assez peu l'occasion d'aborder en réalité. Alors, on l'a abordé un petit peu avec la crise en Corse il y a à peu près un an, les drapeaux en berne pour Yvan Colonna, etc. Mais en règle générale, c'est quelque chose qui passe sous les radars. Aujourd'hui, on a évidemment des tensions séparatistes dans notre pays. On regarde ce qui se passe dans nos banlieues, etc. Et il est vrai que ces tensions existent. Mais si vous regardez, si vous déplacez en Espagne, si vous déplacez en Belgique, si vous déplacez en Grande-Bretagne, vous voyez que les régionalismes et les capacités qu'aujourd'hui ont certains groupes de rentrer dans une logique de concurrence avec l'État, de cliver et de saper sur leurs fondements ces États au nom d'une volonté d'autonomie et d'indépendance locale, c'est un vrai problème politique. Alors en France aussi. Et en France aussi. Vous appelez ça un ethno-régionalisme. Exactement. Qu'est-ce qu'un ethno-régionalisme? Il y a plusieurs formes de régionalisme. Historiquement, on peut avoir un régionalisme économique, considérant que c'est le principe de la décentralisation, que localement, on peut développer l'économie. Mais d'ailleurs, on peut défendre ce régionalisme-là. Bien sûr, ce régionalisme-là, il peut tout à fait être défendu. En revanche, vous avez également un régionalisme plus identitaire. Attention qu'il ne faut pas confondre avec les petites patries, on y reviendra peut-être, mais grosso modo, vous avez des cultures locales, elles doivent être aidées, entretenues, etc. Mais parfois, vous avez une instrumentalisation idéologique
de ces cultures locales, à dessein de construire une rupture avec l'État et de dire, voilà, la France, c'est le mal et nous voulons notre indépendance, etc. On a l'impression qu'en France, ça n'existe pas, alors qu'en réalité, avec la Corse, on a la région où, en Europe, aujourd'hui, ces partis sont les plus forts. J'ai beaucoup d'amour pour la Corse et je l'aime tellement que j'ai envie de la garder au sein de la République, vous imaginez. Oui, je comprends, je comprends. Et même en Bretagne, si vous regardez en Bretagne, le taux de Bretons qui se disent bretons avant d'être français est passé de 20 à 38% dites-moi, en 20 ans. est-ce que, en allant plus loin, c'est donc une opposition à l'État central, on est bien d'accord, mais est-ce que on frôle une forme de un souverainisme régional ou même peut-être des comportements qui pourraient devenir racistes même dans certains cas ou... Il y a des comportements qui en effet peuvent interroger en termes de racisme. Par exemple, aujourd'hui, l'une des grandes modes en Bretagne et en Corse, c'est de dire attendons, si jamais vous avez une propriété, êtes-vous vraiment corse ou breton ? Si jamais vous avez une propriété en Corse ou Bretagne et que vous n'êtes pas breton ou corse, il y a un problème. Mais c'est pas seulement être résident en Corse, c'est peut-être simplement venir depuis quelques générations de la Corse. Et donc on voit que vous avez une volonté d'avoir deux droits. Un droit spécial pour les Corses, pour les Alsaciens, pour les Bretons, et un droit pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et ça, en effet, ça pose un certain nombre de problèmes. Si vous regardez les fondements de ces groupes, par exemple, le Conseil régional de Bretagne vient d'adopter un hymne officiel, donc chanté par les élus, etc., qui a été composé par François Jeannefroux. C'est en fait un barde antisémite qui écrivait durant la Seconde Guerre mondiale des articles qui étaient des articles très clairement et très violemment antisémites. Ça passe totalement sous les radars, ça paraît relativement normal, alors que, en effet, le fondement de ces mouvements est souvent assez problématique. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une volonté de déstructurer et de déstabiliser le pouvoir central, la France, l'unité française. Alors il y a un vrai danger. Encore une fois, si vous regardez partout en Europe, aujourd'hui, c'est l'un des problèmes majeurs de nos partenaires. Et la France n'y échappe pas. On a l'impression qu'on est totalement immunisé parce qu'on a la centralisation depuis 200 ans qui a été remis en cause. Mais en réalité, on est tout aussi exposé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que non seulement on est tout aussi exposé, mais on commet les mêmes erreurs que nos voisins. Aujourd'hui, vous avez une Corse qui, encore une fois, a le plus haut taux de vote régionaliste en Europe. Vous avez des Alsaciens qui se disent « Mais attendez, le modèle corse, on veut le copier. » Et aujourd'hui, le modèle officiel de la collectivité d'Alsace, c'est la collectivité de Corse. Les Bretons qui copient les Alsaciens. On rentre dans une logique qui est une logique de surenchère qu'on a connue en Espagne, qu'on a connue en Grande-Bretagne et qu'on commence à connaître en France. Est-ce qu'on ne souffre pas en France de trop de centralisme, justement ? Alors, peut-être, et en même temps, il faut bien distinguer la décentralisation et le phénomène que je décris. On peut tout à fait être dans une approche décentralisée et même fédérale. En Allemagne, par exemple, vous avez une inégalité. Une émancipation des collectivités territoriales. Exactement. Mais ça implique, pour avoir une émancipation, d'avoir des finances et d'avoir une capacité de faire la norme. Or, aujourd'hui, la décentralisation, pour des problèmes très techniques, ne le permet pas vraiment aux collectivités. Donc, on a des collectivités qui, bien souvent, sont quelque peu engoncées. Mais malgré tout, on va avoir de plus en plus une largeur donnée aux questions identitaires. Alors, dans votre livre, vous décrivez cette montée des particularismes régionaux et des revendications indépendantistes. C'est le cœur de votre ouvrage. Vous dites montée aussi de propos ethnicistes, on en parlait, de thèses complotistes aussi. Et évidemment, moi, je veux faire un lien avec la réforme des retraites. Je suis frappé par une chose dans la contestation, dans la mobilisation, c'est la forte mobilisation dans les villes moyennes. Oui. Et pourquoi cela ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord parce que vous avez des villes qui longtemps ont été considérées comme étant un peu des villes qu'il ne fallait pas sauver. Parce que grosso modo, on est parti justement avec la décentralisation sur quel logiciel ? On a considéré qu'il y avait Paris et le désert français. Oui. Et face à Paris et au désert français, on a construit des métropoles d'équilibre. Ces métropoles, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Nantes, etc. Ouais. Mais les villes qui étaient entre les métropoles et la ruralité, on les a oubliées. On a considéré que pour arriver à faire monter ces métropoles, on pouvait évider le tissu industriel, économique, local. Encore une faillite de l'aménagement du territoire. Exactement. On a renoncé à l'aménagement du territoire au nom de cette théorie des métropoles d'équilibre. Et donc aujourd'hui, on a des villes qui en effet sont en pleine déshérence économique. Et dans ces villes-là, vous avez une fragilisation du tissu, vous avez une économie qui repose pour beaucoup souvent sur le salaire des fonctionnaires et sur les pensions de retraite.
Et là, on y vient. Et cette économie qui repose sur les salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite, quand vous touchez au corps des fonctionnaires, quand vous touchez aux pensions, eh bien, c'est tout le tissu économique, les commerçants qui vivent en réalité de cette redistribution indirecte, qui sont fragilisés, d'où crise. Alors, il y a sur la quatrième de couverture de votre livre une phrase qui m'a surpris quand même. La France est vendue à la découpe. En grande partie, c'est-à-dire elle est vendue à la découpe. Elle est en grande partie vendue à la découpe. Grosso modo, que fait le pouvoir central aujourd'hui? Il se dit justement, la décentralisation, j'ai pas envie de la penser de manière générale. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je donne des gages, je donne des privilèges à telle ou telle région quand elle m'embête. Regardez par exemple la crise en Corse. On a une collectivité qui est quand même a mis ses drapeaux en berne pour Yvan Colonna, dont le seul fait de gloire est d'avoir tiré dans le dos d'un préfet. Et parce que cette collectivité est un peu remuante, qu'a dit Gérald Darmanin? Il a dit, écoutez, Yvan Colonna, Samuel Paty, c'est à peu près la même chose. Et donc, je vais en Corse négocier avec cette collectivité les privilèges que, bruyante qu'elle est, je veux bien lui accorder. Idem pour l'Alsace. L'Alsace, grosso modo, eh bien, vous avez une collectivité qui demande, qui revendique. On en vient un peu d'embêter Jean Rotner à l'époque, président du Grand Est, et donc on dit aux Alsaciens, je vous donne votre collectivité à statut particulier. Et donc on est dans une logique qui est une logique très féodale. Le prince concède, et comme il concède, il en espère des avantages politiques, seulement en concédant. Mais quelles conséquences? Les conséquences, elles sont doubles en réalité. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'on a un phénomène de surenchère. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, lors de la Devolution, les Gallois, la Devolution, c'est le grand phénomène de singularisation, décentralisation du début des années 2000 sous Tony Blair. On dit aux Gallois, écoutez, voilà, les Écossais vont avoir un statut, le voulez-vous? Les Gallois votent d'une pichenette pour le oui. Puis finalement, au bout de quelques années, ils se disent, mais attendez, nous, on n'est pas moins bien que les Écossais, notre identité n'est pas assez bien reconnue, on veut un statut à l'écossaise. Les Écossais disent, mais attendez, nous, on n'est pas des Gallois comme les autres, on veut un statut mieux. Et les Gallois disent, non mais ça va pas ça, moi je veux également un statut plus mieux à l'écossaise. Finalement les Écossais disent, mais attendez, on va pas être comme des Gallois, on va réclamer l'indépendance. C'est exactement ce qu'on est en train de jouer avec la partition. Vous pensez qu'un jour ou l'autre, il y a des régions françaises qui vont réclamer l'indépendance? Regardez les Corses aujourd'hui, quel est le modèle de la Corse? Le modèle de la Corse, c'est la Nouvelle-Calédonie. Une autonomie pour l'instant. Le modèle de la Corse tel qu'il est revendiqué aujourd'hui par Gilles Simeoni, c'est le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui, par ailleurs, si vous prenez les accords de Nouméa, est nommément un statut colonial, ce qui est assez paradoxal. On a une Corse qui réclame un statut, qui est le statut aujourd'hui consacré comme étant un statut colonial. Que disent les Alsaciens? Ils disent, moi je veux un statut à la Corse. Que disent les Bretons? Moi je veux un statut à l'Alsacienne. On a un jeu d'engrenage. On a nos Gallois, on a nos Écossais. Si vous passez un pas dans l'engrenage, eh bien, comme ça avance. Donc il y a malgré tout aujourd'hui un danger qui est réel. Et par ailleurs, vous avez des collectivités locales qui jouent un jeu particulier, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de gens qui s'abstiennent, parce que justement la décentralisation est mal faite, trop complexe, eh bien elles donnent des gages au mouvement régionaliste, elles reprennent leur logiciel. Aujourd'hui, si vous prenez le programme du Parti socialiste en Bretagne, c'est plus ou moins sur ces sujets-là le programme de l'Union démocratique bretonne, le parti régionaliste dans les années 80. Oui, parce qu'il y a un écho. Il y a un écho dans la classe politique, un écho à Europe Écologie Les Verts, chez les écologistes, notamment. Et à l'extrême droite aussi, et chez certains souverainistes, qui pourtant sont souverainistes, mais qui en même temps sont régionalistes. C'est tout le paradoxe, parce qu'il y a une forme d'amour de la petite patrie, etc., sans comprendre que la petite patrie qui est vendue n'est pas la vraie petite patrie. Prenez par exemple Nantes. À Nantes, on n'a jamais parlé breton. À Nantes, on parle le gallo. Mais sauf qu'à Nantes, eh bien, on va vouloir donner des gages d'une forme d'adhésion à la culture bretonne. Donc on oublie le gallo, on ne l'enseigne quasiment plus, et on enseigne et on sous-titre les panneaux en breton. Et là, vous voyez, tout le paradoxe, c'est pas les petites patries. Il ne s'agit pas de préserver une culture locale. En réalité, cette culture locale, elle est en grande partie reconstruite et repensée en opposition avec le pays. Et donc il y a une mauvaise compréhension des souverainistes qui considèrent que grosso modo, eh bien, ces petites patries, c'est la France originelle qu'il faut utiliser contre la technocratie mondiale, etc. Or, c'est pas du tout ça. Quand vous prenez Régions et Peuples Solidaires, le grand groupe auquel adhèrent tous ces partis, c'est un groupe qui veut une Europe fédérale, des régions, qui plus est redécoupée sur une base ethno-linguistique et qui annihile totalement l'État français et l'ensemble des États européens. Merci Benjamin Morel. C'est passionnant, hein, je vous le dis. La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, ça mérite attention et réflexion aux éditions du CERF. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff.